On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la rentrée scolaire, mais du côté du collège, c'est-à-dire le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, et aussi d'un projet d'agrandissement, parce qu'un jour, on va revenir en présentiel et on a besoin de plus d'espace du côté du cégep de Saint-Jean. Mais d'abord, faisons le point sur les voyages. C'est non recommandé, mais c'est encore légal. Est-ce que c'est moral? C'est une grande question. Si on voyage quand même, il faut le faire quand même intelligemment. On en discute avec Chantal Circé de Club Voyage Éden. On le sait, c'est la pandémie, c'est la COVID, c'est pas terminé. On souhaite un jour que ça termine. Il y a des gens qui ont encore leur emploi malgré les contraintes, qui ont encore des revenus, un travail et qui se sont adaptés. Mais il y a aussi des secteurs de l'économie, vous le savez, le monde du divertissement, spectacle, les restaurants et le monde du voyage également, où là, c'est pas pareil. On n'est pas revenu à la normale, puis c'est pas demain matin non plus. Il y a une grande question, puis vous l'avez vu dans les dernières semaines, est-ce qu'on voyage ou on voyage pas? C'est légal, mais c'est pas moral parce que c'est pas recommandé. Et là, vous avez vu dans certains médias, même on est allé fort, on a parlé de touristes tata à la une d'un certain journal que vous pouvez vous douter. Bref, c'est quoi le modus operandi? On voyage pas, on voyage, mais là, il y a des tests. Bref, faisons le tour de la question avec Chantal Circé de Club Voyage Éden à Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va? C'est une drôle de question, mais ouais. Comment ça va, vous autres? Bien, nos entreprises sont au point mort. On est solidaires avec ce qui se passe sur la planète. C'est important pour nous de respecter les mesures. C'est important pour nous d'informer notre clientèle de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On les informe aussi sur ce qui se passe à destination, comment ils filent avec leurs décisions. Pour nous autres, c'est de leur faire prendre connaissance des risques qu'il peut y avoir quand ils désirent et puis qu'ils veulent voyager. Mais notre industrie est vraiment... Au point mort. C'est au point mort. C'est au point mort. Comme je le disais en introduction, c'est compliqué parce que là, les gouvernements ne nous recommandent pas de voyager, oui. Mais c'est pas interdit de le faire. On a même vu certaines personnalités, notamment des politiciens, qui eux-mêmes ont voyagé. Et là, évidemment, ils sont des personnalités publiques. On leur demande d'être exemplaires, sont fait taper sur les doigts. Donc, on peut, mais c'est pas recommandé. Donc là, on fait quoi? Quelqu'un vous appelle puis dit, ben moi, je vais aller, j'ai vu passer une infolette là, de Sunwing ou Transat, parce qu'on les reçoit des infolettes, là, tout à fait. Avec les spéciaux pour dire, on peut aller à Cayo-Coco, on peut aller à Varadero. Vous leur dites quoi quand ils vous appellent? Bien, écoutez, on n'a pas non plus une panoplie d'appels, on s'entend. On a des gens, oui, effectivement, il y en a qui nous appellent. On les informe, oui, est-ce que vous êtes au courant des restrictions? Des restrictions, qu'on n'est pas... C'est des voyages non essentiels. On leur fait tout ça. On leur dit comment ça se passe aussi à destination. On leur dit les tests qu'il faut que ça prend pour rentrer au pays. Les informations sur les pays visités. Donc là, à ce moment-là, on leur met tout... nous, notre travail, c'est bien informer, c'est de conseiller. Nous, on est des conseillers, premièrement. On n'est pas des vendeurs de voyage, on est des conseillers. Donc, on les conseille, on leur dit exactement ce qu'il faut qu'ils pensent avant de prendre leur décision. Puis là, la décision leur appartient. On a refusé de vendre à des gens qui... Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que c'était des gens trop âgés, parce que c'était... Oui, on a refusé, on s'entend, fortement déconseillé, parce que c'était pas... Mais vous dites aussi... C'est pas idéal. Vous dites aussi aux gens, parce que, tu sais, nos vies sont pas pareilles. Moi-même, là, ça fait 15 ans que je vais dans le Sud, la 1er de janvier. Oui. Je me suis posé la question au mois de décembre, on y va-tu pareil? Je peux télétravailler. Mais en même temps, si j'ai une urgence, il faut que j'aille au bureau, dans mon autre travail, à la radio. Fait que je me dis, c'est pas possible. Ma conjointe est infirmière, peut télétravailler, mais disons qu'il y a une urgence, on la demande à l'hôpital ou je ne sais pas. Tu comprends? On s'est dit, c'est trop compliqué, on n'ira pas. Puis finalement, on a bien fait, on n'est pas allé. On est allé dans le nord d'un chalet, vous êtes tous les deux tout seuls. Bon. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui dit, moi, je suis semi-retraité, fait que je peux aller dans le Sud, je vais revenir, je vais rester à la maison pendant 2 semaines, comme ils me disent, puis la vie est belle. Mais en même temps, il y a toute la problématique de si on l'attrape là-bas, les assurances. C'est ça aussi qui est compliqué. Bien, ils ont le droit, il n'y a rien qui est interdit. Alors, c'est ce que je vous disais tantôt, on leur donne les informations. Il faut s'assurer qu'ils soient bien assurés aussi
contre la COVID à Est-ce destination. qu'il y a des assurances? Oui, il y a des assurances à 1 million. Nous, on fait affaire avec Manuvie. Il y a des assurances à 1 million. En fait, c'est Mais 5 la prime a dû millions pour augmenter. tout, puis c'est un... oui, ben écoutez, c'est... mais c'est pas... Ah non? c'est pas... OK. non, non, Donc, c'est... quelqu'un peut voyager, être assuré. être assuré. Oui, c'est ça. Puis le test maintenant, Bon, le ça, c'est l'autre test affaire. est arrivé, selon moi, trop tard. Parce que ça fait des mois qu'on parle de ça, donc il aurait dû être exigé avant, ça n'a pas bougé. Ils ont mis ce test-là obligatoire très, très, très rapidement, ce qui a impliqué beaucoup de tracas chez les voyageurs qui avaient pris la décision de voyager. Ceux qui étaient déjà rendus, là. Oui, parce qu'ils ont pris ça, je pense que ils ont pris la décision le 30 décembre, puis ils ont mis ça en œuvre le 7 janvier. Donc, les gens, il y en avait qui étaient déjà partis, il y en avait... Mais c'est tout à fait correct ce qu'ils demandent. C'est tout à fait parfait. Nous, on est en accord avec ça. C'est juste que c'est la façon dont ça aurait dû être fait. Parce que là, les gens des fêtes étaient déjà revenus. Moi, là, je suis au Mexique, en République dominicaine ou à Cuba. Puis là, on me dit, OK, avant de reprendre l'avion, là, ça te prend un test. Oui. J'appelle où? Je vais où? Il y en a-tu? Ça coûte combien? Bien, c'est là le pourquoi pourquoi nous sommes là, que c'est les achats plus agences qui sont beaucoup plus recommandés. Les achats Internet, des fois, les clients n'ont pas l'information. Il faut s'entendre aussi que quand c'est arrivé, on n'avait pas l'information. Donc, il y a des gens qui sont partis, on les a suivis, puis on a trouvé des adresses, on leur retrouve. Maintenant, ça semble, pour ce qui est des tests, beaucoup de resorts à destination commencent à offrir le service à l'hôtel. OK. Parce que le danger était là quand même, parce que quand c'est arrivé, il n'avait pas pris les engagements avec certaines cliniques. Ça s'est fait vite, là. Ça s'est fait vite, fait que les gens devaient sortir du complexe pour aller se faire tester. Donc, puis nous, ce qu'on recommande aux gens qui ont pris la décision de voyager, parce que c'est pas, on ne fait pas de publicité, on ne fait rien, qui prennent la décision de voyager, on leur dit, s'il vous plaît, ne sortez pas. Mais ça, c'est l'autre affaire. Parce que moi, j'ai parlé à pas beaucoup, mais quelques personnes qui sont allées dans le Sud, on me dit, Éric, le resort est vide. Tout à fait. Personne, là. Tout à fait. Puis les serveurs ont des masques, etc. Je veux dire, tu sais, il me disait, dans le fond, quasiment plus sécuritaire que chez nous. Mais si tu sors du site, là, c'est un autre paire de manches. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas nécessairement en zone rouge. Ils ont plus de... Des fois, ils sont en zone jaune. Fait qu'il y a plus de liberté. Donc, on se laisse embarquer. C'est pour ça que c'est important aussi d'être resté au site. Parce que l'important, ce qu'ils veulent prendre, ces gens-là, ils veulent prendre du repos, changer la tête, changer les idées. Fait qu'ils veulent prendre du soleil puis relaxer. Donc, faites-le au complexe. Mais c'est même ce qu'on chose leur pour le dit. test. Il faut que le test se fasse aussi au complexe parce que... Bien là, les hôteliers, il fallait qu'ils s'ajustent aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'était trop tard, mais trop tôt dans la décision. C'est que ça aurait dû être demandé au mois d'octobre, novembre, mais laisser quand même un laps de temps aux gens pour pouvoir annuler, s'ils voulaient annuler, pour qu'il y ait les informations pour les tests aussi. Mais là, les affaires de tests, moi, de ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait dans certains pays, bien, un, il faut sortir du resort. Deux, ça coûte 100, 150, 200 $ US. Oui. Dans d'autres cas, est-ce que c'est vrai ou non? Falsification, faux papier, je ne sais trop. Tu sais, est-ce que... Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, mais... Bref, on est dans des pays où parfois, disons, l'organisation gouvernementale n'est pas la nôtre. Tout à fait. Donc, c'est quoi la validité du test en question? Parce qu'en même temps, c'est à l'avantage du pays que le touriste quitte, là. Mm-hmm. Bien, écoutez, on n'est pas là. Moi, je ne peux pas vous dire. Les adresses que les grossistes nous donnent, ce sont des adresses qui sont... ce sont des bonnes adresses, les hôteliers aussi. Maintenant, si le client là-bas, parce qu'il y en a qui voyagent juste avec un billet d'avion ou des choses comme ça, qui, lui, va se faire un test dans une clinique X, bien là, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? On ne sait pas. C'est dur à dire. Mais ça, là, les affaires de test, là, ça risque de rester un petit bout, là. Écoutez, on est aux informations à la journée, hein? À la semaine. Donc, moi, je pense que ça va quand même rester pour un petit bout. Bien, l'organisation va beaucoup mieux se faire. Ils vont être prêts. Là, ce que j'ai lu ce matin, c'est que les Américains aussi commençaient à demander ça, puis ça va rentrer en fonction le 26 janvier. Donc, ils vont avoir besoin d'avoir plus de personnel sur les sites,
puis que ça soit plus rapide, parce qu'un test, il faut qu'il soit fait 72 heures avant le retour. Oui, je sais qu'il y a une dame à Dorval, là, je pense que son test datait de 73h30, puis c'était un peu compliqué. Oui, c'est ça. Fait que c'est laisser rentrer dans le 72 pays. heures. Donc, là-bas, les vols, quand il y a un vol qui part, ils partent tout en même temps. Mais là. dans le fond, de ce que je comprends du discours, là, qui demande un peu de nuance, c'est bon, c'est pas recommandé de voyager. Si vous décidez de le faire quand même, faites-le dans une agence comme vous et non pas sur Internet. Oui, pour avoir les bons renseignements, effectivement, parce que le prix Internet et le prix et l'agence est le même. On charge juste un frais de réservation, puis c'est exactement le même prix. Alors, pourquoi se priver d'un service? Ça, mais c'est comme je vous dis, présentement... Surtout si les affaires changent, parce que le problème en ce moment, c'est que disons que tu pars voyager, puis le gouvernement annonce une nouvelle mesure, un nouveau ci, un nouveau ça. Là, ça veut dire que tu es à l'autre bout, là. Puis là, le gouvernement le dit bien, là, on ne fera pas de rapatriement. Exactement. Ça, c'est l'autre affaire. On n'ira pas c'est vous l'autre chercher. affaire. Non. Non. Ça se peut que vous soyez pris une semaine ou 2 semaines de plus Bien, dans votre notre pays. travail, c'est ça. On est là. Nous, au bureau, chez Club Voyage Éden, on a... normalement, on fonctionne à 10 personnes. Là, maintenant, on est 3, incluant moi-même. Les autres sont tous en arrêt de travail. Mais on doit être là pour continuer à servir notre clientèle avec les questions. Parce qu'on fait des réservations pour 23, pour des croisières. On fait quand même plusieurs réservations pour des croisières en 23. Les gens ont le goût de voyager. Mais les gens, présentement, c'est pas le moment. Sauf pour les gens qui sont très au courant des conséquences que ça apporte et de l'implication pour eux. Bon. L'autre question aussi, on s'en était parlé au printemps, c'est les fameux les crédits voyage que certains voudraient voir transformés en remboursement. Oui. C'est toujours pas clarifié, ça, avec les transporteurs canadiens et le gouvernement. Mis à part, je pense, c'est quoi? C'est Sunwing? WestJet. C'est WestJet. WestJet qui a décidé de rembourser son monde. Exactement. Et pas les autres. Non, pas les autres. Parce que, premièrement, c'est une roue qui tourne. Ça, c'est pas mon domaine, dans le sens que c'est beaucoup aussi à faire avec de l'aérien. Donc, ce qui se dit, c'est que finalement, les compagnies aériennes n'ont pas été aidées par le gouvernement. Puis le gouvernement dit que, on vous aide pas si vous remboursez pas. Donc, c'est une discussion qui tourne en rond. Donc, pour nous, ce serait quand même difficile de faire un remboursement parce qu'on doit rembourser toutes nos commissions. Puis c'est le travail a été fait parce que nous, on a une commission qui est faite quand le client a voyagé. Mais là, pour le moment, les crédits voyage là, du printemps dernier, là, maintenant, il n'y a plus de date de fin là-dessus. Hein. Non, tout à fait. Là, ça a commencé par 12 mois, après ça, 24 mois. Là, on est rendu tant que le crédit est valide. Transat est vendu à Air Canada, ça ne change rien non plus. Ça ne change rien. Bien, écoutez, je suis pas... mais je pense que ça ne changera pas parce que ça ne peut pas changer. Le gouvernement ne laissera pas faire ça. Avec le gouvernement, puis là, ils rembourseront. Oui, il ne pourrait pas faire ça. Il ne pourrait pas laisser tomber les crédits parce que l'argent est supposé d'être en un compte en fidéocommis. Oui, supposé, c'est le terme, j'aime bien le mot supposé. Oui. Mais les compagnies comme Transat, l'argent est en fidéocommis. C'est ça, je n'ai pas d'inquiétude. Là. Mais nous, tous les fonds de clients sont en fidéocommis. C'est une obligation. Là. Chantal Circé, merci beaucoup. C'était très éclairant. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la rentrée scolaire du côté du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour la première de Sport Express. On jase baseball avec Carl Gélinas en deuxième partie. Rémi Giguère pour le football. Bonne année, mon ami. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. L'une des grandes questions que l'on vit et l'un des grands enjeux de notre société, et on l'entend par le premier ministre presque à chaque jour, c'est le maintien des écoles ouvertes. Le maintien des écoles ouvertes, on sait que c'est hyper important. Et bon, faisons le tour de la question maintenant chez nous, du côté collégial, notamment au Cégep, avec sa directrice générale, Nathalie Beaudoin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. On s'en était parlé à l'automne parce que chez vous, dans le fond, on a adopté un mode qui majoritairement est en, je dirais pas en télétravail, mais disons en virtuel et avec un peu de présentiel pour les laboratoires ou des trucs comme ça. Bon, donc si on fait le bilan de l'automne, premièrement, comment cette organisation-là a-t-elle été? Bien, écoutez, on a fait un sondage auprès de nos étudiants à la fin de la session de l'automne et les résultats sont somme toute très positifs. Dans les circonstances, on s'entend. Les étudiants se sont dit très satisfaits de la session de l'automne. C'est sûr qu'il y avait de nombreux défis pour eux et pour l'ensemble de la communauté collégiale, mais on s'en sort quand même bien. Le nombre d'inscrits d'étudiants, c'est autour du comparable de l'année d'avant, donc de 2019. On n'a pas vu beaucoup d'abandon non plus aux études. Donc, les étudiants, il y a même moins d'abandon. On est un petit peu surpris de ça et surpris agréablement. On avait aussi la formation à distance à partir de la fin mars l'année passée. Donc, on a appris de toute cette expérience-là. Alors, la session d'automne, somme toute, ça a été quand même une session qui s'est très bien déroulée. Des défis importants au niveau de la motivation scolaire, au niveau de la charge de travail. C'est sûr que c'est très demandant pour chaque étudiant d'être à distance. Mais beaucoup d'offres de services aussi d'aide au niveau technologique, au niveau de l'aide psychosociale par les équipes du collège à distance, en présence aussi, parce que le collège est demeuré ouvert. Donc, la bibliothèque était ouverte, la résidence, les étudiants pouvaient suivre leurs cours à distance, mais à l'intérieur du collège, ceux qui avaient des difficultés de lien Internet ou des choses comme ça. Quelle était la proportion virtuelle-présentielle au Cégep cet automne? Écoutez, on parle d'autour de 70 là, mais on n'a pas les chiffres exacts, là, mais on peut parler autour de 70 à distance et 30 en présence. Bon. Pas eu de cas d'éclosion? Avez-vous eu à gérer des élèves qui étaient en attente de tests ou leur entourage, ou les professeurs eux-mêmes? Très peu de cas, aucune éclosion. Donc, notre plan était très sécuritaire. Les étudiants nous ont dit aussi dans le sondage, parce que certains avaient des cours quand même en présence au collège, on dit qu'ils se sont sentis supportés, ils se sentaient en sécurité quand ils venaient au collège. Ça aussi, je vous avouerai qu'en décembre, c'était un message quand même que j'ai trouvé très positif. Donc, les mesures sanitaires ont été suivies quand même très bien de la part des membres du personnel et des étudiants. Et donc, voilà. Et la session d'automne, elle a commencé et terminé dans les dates habituelles, la même durée? Oui, tout à fait. OK. Bon, pour ce qui est de l'hiver maintenant, parce que là, le gouvernement, puis aussi, il ne faut pas mélanger le primaire secondaire, mais bon, on sait que le gouvernement avait décidé de fermer les écoles durant, disons, 3 semaines durant le temps des fêtes, qui s'est étiré à 4 pour le secondaire, quoi qu'il y avait encore quand même des cours à distance là-dedans. Le primaire a recommencé lundi dernier, mais pour le volet collégial, pour vous, la session hiver, elle commence comme la session automne a terminé? Écoutez, on a modifié quand même le calendrier scolaire à la fin novembre et les cours commencent le 25 janvier. Donc, ça ressemble quand même à une session assez habituelle, mais on a apporté quelques petites modifications et on a préféré reporter d'1 semaine le début de la session parce qu'on a considéré aussi la deuxième vague et on s'est dit on va laisser peut-être un peu plus de temps à la préparation. À la suite du sondage de l'automne dernier, les étudiants nous ont dit qu'ils nous ont fait des suggestions aussi, des petites recommandations. Alors, les équipes de travail sont en train d'ajuster les choses. On est vraiment en lien constant avec les étudiants et pour nous, c'est important d'ajuster les choses. Donc, les équipes à la direction des études, les enseignants sont en train de préparer la session d'hiver.
Et pour vous, la session d'hiver, ça va être à peu près encore la même chose, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers à distance, 1 tiers en présentiel? C'est le même plan de match que l'automne, mais c'est selon les directives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Direction de la santé publique aussi, on a validé. Donc, ça ressemble beaucoup à l'automne. Là, d'ici le 8 février, avec les nouvelles consignes que nous avons reçues du gouvernement la semaine dernière, bien, il va peut-être avoir un petit peu plus d'hybride pour jusqu'au 8 février. La direction des études est en train d'ajuster, mais notre session est prête, là. Donc, depuis la session d'automne, la session d'hiver a été préparée lors de l'automne. C'est difficile de prévoir des fois ce qui va arriver dans 2 jours, mais mars, avril, mai, limite juin, allez-vous fonctionner un peu dans ce modus operandi-là probablement d'ici l'été? Oui, la session va se terminer à la fin mai. On a prévu les examens aussi, examens en présentiel, sous toute réserve de changement de cap ou de consigne de la part de notre ministère. Mais comme je vous dis, 70 de la formation va se donner à distance, 30 en présentiel et la session va se terminer fin mai. Généralement, l'été, est-ce qu'il y a parfois un minimum d'activité quand même du côté du cégep ou pas du tout? Pas vraiment d'activité au niveau pédagogique, non. Il y a l'école des cadets qui viennent en juin, juillet. Ça va être à confirmer. Mais on en profite toujours pour faire l'entretien des bâtiments et les travaux au cours de l'été. Je sais que c'est loin, mais comme gestionnaire, parfois, on n'a pas le choix de se poser la question. L'après-COVID, ça va être quoi? Le mois de septembre, la session automne, elle va ressembler à quoi? Est-ce que déjà vous commencez à penser à un retour à une certaine normalité ou une semi-normalité? Quelles sont vos pensées là-dessus en ce moment-là? Bien, justement, je travaille là-dessus. Donc, avec mes équipes, bien sûr, avec les gestionnaires, on espère fortement que le présentiel va revenir, qu'on va revenir à une certaine normalité. Parce que les étudiants nous l'ont dit dans les sondages, ils souhaitaient vraiment plus de présentiel. Ouais. Mais en même temps, il faut assurer toutes les normes et nous, on est quand même dans une approche proactive, mais prudente aussi. Donc, moi, je travaille dans le sens du retour des étudiants en présentiel et des membres du personnel également, là. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un jour des formules hybrides? Est-ce qu'on pourrait avoir un jour, oui, majoritairement du présentiel, mais en même temps du virtuel? Ou même, est-ce que ça se parle dans le réseau des collèges au Québec? Je ne sais pas. Bien, la formation à distance, c'est quand même un sujet. Il y a tout le projet de l'e-campus, donc de donner des cours avec le ministère. Ça, la Fédération des cégeps est en train de travailler et l'ensemble des 48 cégeps avec le ministère. Ça, c'est une chose. Mais pour notre organisation scolaire, nous, on suit de près. On est quand même proactif. Mais c'est sûr que on va regarder de près la vaccination avec les consignes de la santé publique. Mais si le ministère nous dit le présentiel est permis pour la session d'automne, évidemment, on va aller vers le présentiel et c'est nécessaire là, parce que les étudiants qui passent du secondaire au collégial, c'est toute une transition. C'est un milieu de vie, les collèges. Donc ça, on y croit toujours et encore plus en temps de pandémie. Mais s'il y a certains ateliers à distance, peut-être. Mais c'est sûr que nous, on va privilégier vraiment le présentiel dans la mesure du possible et des consignes. En terminant, on l'a vu à la une du Canada français il y a 2 semaines environ, projet d'agrandissement soumis à Québec de l'ordre d'environ 37 millions de dollars. Je sais que les espaces au cégep, ça fait très, très, très longtemps qu'on en parle parce que même il y a eu des années où vous étiez complètement saturé en nombre d'élèves. Les pieds carrés étaient, disons, grandement utilisés. C'est quand même aussi un vieux bâtiment qui doit nécessiter de l'entretien et tout ça. Il faut l'adapter parfois aussi aux nouvelles règles d'aujourd'hui. Bref, parlez-nous un peu de ce projet que vous avez présenté à Québec. Oui, alors c'est un très beau projet, toujours en lien. On avait parlé du plan stratégique quand on s'était rencontrés. Ça faisait partie d'un axe de développement du collège, mais enfin, on a un déficit d'espace reconnu par le ministère. Alors, les équipes de travail se sont penchées avec les départements et les programmes d'études pour énoncer les besoins. Donc, il y a tout un travail qui a été fait en temps de pandémie, j'aimerais le dire. L'année passée, on a consulté justement les enseignants, les départements, et on est arrivé avec 3 volets, donc d'agrandissement, une clinique école avec les programmes de soins infirmiers,
technologie d'analyse biomédicale et techniques de travail social, arts visuels avec un nouvel auditorium. Ça, c'est nécessaire au niveau de la pédagogie. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et une nouvelle salle d'entraînement. Donc, c'est ces 3 volets-là. C'est déposé au ministère. C'est tout un travail de moine, je vous dirais, parce que le ministère donne des espaces pour chacun des programmes d'études. Alors, voilà, tout un travail de consultation et d'élaboration a été fait. Vous vous attendez à une réponse à quel moment et sous question? Pensez-vous que vos chances sont bonnes, c'est-à-dire dans l'ordre de priorité au Québec là, des collèges qui ont des problèmes d'espace? Est-ce que vous êtes dans le top 3 ou dans le top 10 des demandes? Bref, quelles sont vos chances d'obtenir l'aval de ce projet-là? Bien, moi, je pense que le Cégep Saint-Jean est très bien positionné. Je ne pourrais pas vous dire dans le palmarès au niveau du ministère. J'aimerais ça le savoir aussi, je vous le dirais. Mais je pense que notre dossier a été très bien monté. On a fait tout un travail vraiment de consultation et d'élaboration des besoins en lien avec nos programmes d'études, mais aussi en ouverture avec la communauté. On est en temps de pandémie. On sait que les programmes de santé sont fort importants. La diplomation de nos étudiants. Alors, on est bien positionné. À savoir quand on va recevoir une réponse, ça, la balle est dans le camp du ministère à ce niveau-là. On espère des réponses assez rapidement parce que dès qu'on va avoir ces réponses-là, on a différentes phases, on a tout un échéancier aussi à préparer et je dirais à confirmer. Mais le dépôt est très exhaustif. Oui, c'est un processus donc, on a des bonnes chances. Processus qui dure des semaines, des mois, voire des années, parce que là, le temps d'avoir après ça les appels d'offres, l'exécution des travaux. Avant qu'on soit à l'inauguration puis la coupure du ruban, il y a quelques années qui nous séparent. Là. Oui, tout à fait. Ça s'échelonne sur 2021 à 2025, mais en phase. Puis par la suite, ça va être le réaménagement aussi à l'intérieur pour avoir des laboratoires informatiques, pour avoir plus de salles de cours, regrouper en fait les programmes de santé le plus possible avec le centre de simulation haute fidélité, nos mannequins simulateurs en soins infirmiers. On est le seul centre dans la région. Alors, tout ça, la clinique école s'accroche à ces aménagements-là. Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu poursuit quand même ses activités malgré la COVID. Il y a beaucoup de rencontres virtuelles pour briser l'isolement. Pour avoir des renseignements, allez sur le web à cfhr.ca. À demain.